Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler d'un projet de recherche qui porte sur les violences intrafamiliales en Polynésie. Donc, c'est un projet de recherche qui est mené à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique et qui part du premier constat selon lequel, malgré tous les bouleversements historiques qu'a connu la Polynésie française, du point de vue des sciences sociales et notamment de la sociologie, la Polynésie française et sa société demeurent un terrain en friche, c'est-à-dire qu'on connaît de grands indicateurs sociodémographiques qui permettent de renseigner notamment la baisse de la fécondité, les fortes disparités économiques, qui sont largement adossées d'ailleurs aux origines ethniques des individus. L'émergence d'un prolétariat urbain qui reste encore très mal connu. Donc tout un ensemble de données sociodémographiques qui ont été produites, mais qui restent des éclairages, notamment quantitatifs et dans une certaine mesure qualitatifs, mais qui ne permettent pas de renseigner de manière approfondie ce qui a pu troubler l'équilibre social polynésien et qui fait qu'on décrit parfois la société polynésienne comme une société malade. Et là, je fais notamment référence à des travaux qui portent sur les addictions, sur l'exclusion, sur l'échec scolaire ou encore sur le suicide. Donc tous ces travaux issus des sciences sociales notamment, si je prends par exemple le cas des travaux sur le suicide d'Amadeo, donc en psychiatrie, font référence à cette question des disparités sociales, de la crise économique, de l'instabilité politique, qui ont pu, je cite les travaux d'Amadeo, renforcer un sentiment de dévalorisation, de perte d'estime de soi, en particulier chez l'homme, et conduire à expliquer, dans le cas du suicide, un taux relativement important et surtout en progression depuis les années 2000. Amadeo parle aussi, par exemple, d'un individualisme occidental plus prononcé chez les jeunes générations que chez les anciens, ce qui pourrait expliquer le taux de suicide plus important chez les jeunes. Si je m'intéresse, pour finir dans mes références à la littérature existante, à l'échec scolaire, on a des travaux qui mettent en évidence la difficulté de lecture, par exemple, chez 40% des jeunes, ou encore un rapport de l'inspection générale qui date de 2007 qui qualifiait la Polynésie comme une vaste zone d'éducation prioritaire. Donc les travaux en sciences sociales qui ont exploré davantage l'échec scolaire mettent en évidence l'impact des inégalités sociales et économiques et aussi de l'histoire de la construction de l'école en Polynésie française et par exemple cite l'usage de la violence symbolique et même physique ou verbale qui était faite au cours de l'histoire de l'école en Polynésie. Et c'est justement sur cette question de la violence que porte mon travail et ceux de notre équipe de sociologues. Là, non pas dans le cadre d'une violence institutionnelle telle qu'elle pourrait être opérée par l'école, mais dans le cadre de la violence intrafamiliale. Donc la famille, elle a peu été investiguée en Polynésie. Pourtant, on sait que c'est une institution sociale importante à l'échelle d'une société, qu'elle remplit des besoins à la fois matériels et affectifs pour les individus. Et donc notre question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe lorsque cette institution subit des transformations rapides et radicales, comme ça a été le cas ici. Donc en termes d'éléments contextuels, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Polynésie, il y a une spécificité du type de violence qui est surreprésentée. Donc là, dans ces chiffres qui datent de 2017, on voit que par rapport à l'Hexagone et par rapport à d'autres territoires d'outre-mer, la Polynésie se distingue par un très faible taux de vol et plus généralement de violence extrafamiliale, donc dans l'espace public. Mais par contre, se distingue par un taux important, une surreprésentation de violence dans la sphère familiale. Donc partant de cette spécificité, les pouvoirs publics ont mis à l'agenda assez récemment cette question des violences intrafamiliales.
Parmi toutes les questions qu'on se pose dans ce projet, je vais en développer une, qui est de savoir comment ces parties prenantes, donc les représentants politiques notamment, appréhendent la cause de ces violences intrafamiliales. Et ce qu'on va voir, c'est que les parties prenantes ont tendance à mettre l'accent sur la question du changement social. Donc, pourquoi ces parties prenantes lisent-elles les violences intrafamiliales comme un symptôme d'un changement social exogène, donc venant de l'extérieur, et pathogène, c'est-à-dire rendant malade la société. Et on verra à la fin quelles sont les conséquences de cette interprétation-là sur la politique, sur les actions qu'ils choisissent de mettre en œuvre. Donc, je précise donc que là, je vais restituer l'avis, les représentations des acteurs politiques sur cette question des violences intrafamiliales. Donc c'est une analyse des discours publics et politiques sur cette question. Donc rapidement sur la méthodologie que j'ai mise en œuvre, elle est plurielle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des entretiens semi-directifs auprès de victimes, d'auteurs, de témoins, sur lesquels je ne reviendrai pas dans cette présentation, et des entretiens auprès des représentants de différents secteurs de l'action publique, donc 90 pour le moment. Il y a aussi un questionnaire quantitatif qu'on est en cours d'analyse, dont on présentera les résultats en janvier, et puis des observations de réunions institutionnelles, etc. Alors, la première question que se posent les représentants de l'action publique quand je les interroge, c'est de savoir de quelle violence on parle. Ils ont tendance à distinguer des violences fonctionnelles, utiles, par exemple les violences éducatives, le fait de pouvoir corriger son enfant lorsqu'on est parent ou grand-parent, le fait de pouvoir initier ses enfants à la violence, à savoir se battre, notamment je parle là de l'initiation des hommes, mais il y a aussi des cas pour les femmes. La régulation des excès, des dérives des adolescents par l'ensemble de la parenté et de la famille élargie. Donc on a tout un ensemble de violences qui sont perçues comme fonctionnelles et donc positives pour la santé de la société. Par exemple, je cite une représentante à l'Assemblée qui nous dit « Quand on dit frapper les enfants, moi j'appellerais pas frapper, on nous corrigeait, c'est-à-dire à coups de baléniaux, parce qu'on n'avait pas écouté et il n'y avait pas tous ces textes de loi métropolitains qui viennent aujourd'hui interdire les violences éducatives. » L'enfant qui osait manquer de respect, c'était une réprimande, même si ça laissait des traces, nous, on ne vivait pas ça comme des violences. Donc là, il y a la question de l'adaptation locale, de la définition éventuellement locale ou spécifique de ce qu'est une violence. Donc d'un côté, les violences perçues comme fonctionnelles, et de l'autre, des violences perçues comme anormales, notamment les violences sexuelles, les violences qui inversent les générations. Par exemple, lorsque les enfants se mettent à frapper leurs parents ou leurs grands-parents. Des comportements dysfonctionnels, par exemple un mari violent par sadisme ou par narcissisme ou par frustration. Donc tout un ensemble de violences perçues comme anormales qui, elles, légitimeraient une action publique, une régulation par les politiques. Donc là, je cite cette fois une directrice d'établissement scolaire qui dit « J'ai appelé la maman qui frappait sa fille. Elle m'a dit « Oui, j'ai tapé ma fille. » J'ai dit à la maman, tu sais, il y a taper et taper. Il ne faut pas taper dans le sens où ta fille ne bouge plus par terre. Donc, attends-toi à ce que le service social appelle. Donc là, c'était une directrice d'établissement scolaire qui, devant l'ampleur des coups et les conséquences de ces coups, se sentait obligée, là, de référer la violence de la mère aux services sociaux. Donc, on voit qu'il y a une hiérarchisation de la violence et une distinction entre des violences fonctionnelles et anormales. Alors, d'où viennent ces violences anormales, selon les représentants de l'action publique? Eh bien, elles viennent de ce qu'on peut appeler une modernisation comprimée. Donc, la modernisation comprimée, c'est l'idée que lorsqu'il y a un changement social abrupt et venant de l'extérieur, donc là, en l'occurrence, de la colonisation européenne, eh bien, ça crée non pas une disparition de l'ancienne société, de l'ancienne culture, mais une juxtaposition, voire une confrontation de différentes normes, de différentes valeurs, et éventuellement des difficultés, une mise en difficulté de certaines institutions, et là, en l'occurrence, de la famille. Donc cette modernisation comprimée, elle a été étudiée, enfin c'est un concept qui a été appliqué à la Corée du Sud, et on peut faire le parallèle avec le cas de la Polynésie française.
Vous qui êtes spécialiste de la Polynésie française, je ne vais pas vous retracer évidemment les grandes dates telles que l'installation du CEP, mais je peux insister sur les conséquences telles qu'elles sont perçues par les représentants de l'action publique. Donc là, un autre entretien avec un représentant de l'Assemblée qui nous dit « Aujourd'hui, je n'arrive pas encore à détecter à quel moment exactement notre société polynésienne a franchi cette ligne pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. La seule date où je suis sûre, c'est avec l'arrivée du CEP. Ça a créé beaucoup de bouleversements de notre société. » Après, les lois sont venues un peu se rajouter dans ces transformations sociétales, l'émancipation des femmes, on cherche l'égalité des femmes. Malheureusement, quand tu laisses ta gamine parce que tu es obligé de partir travailler, malheureusement c'est ça, souvent c'est le beau-père qui agresse. Donc là, pour expliciter un peu ce que veut dire cette représentante de l'Assemblée, elle nous dit qu'il y a eu ce changement social, notamment lié à l'installation du CEP, qui a engendré la tertiarisation de l'économie, le salariat des femmes, donc le fait qu'elles soient plus en mesure d'endosser leurs fonctions, notamment le fait d'être présente à la maison pour surveiller les parents. Elles désertent le foyer familial et ça laisserait la place, là elle fait référence à l'inceste des beaux-pères par exemple. Donc ça laisserait, le contrôle social serait moins fort et ça laisserait la place à des abus, en l'occurrence sexuels. Donc il y aurait toute une désorganisation de la société, de la famille, des rapports de genre aussi, une inversion des rapports de genre avec une dévalorisation par exemple des hommes qui s'intègrent moins bien dans la société tertiaire et salariale et qui créerait, autre exemple qu'on m'a souvent dit, des frustrations et qui se répercuteraient sur les femmes et qui engendreraient davantage de violences conjugales. Donc finalement, ces représentants de l'action publique, ils mettent l'action sur un changement social qui serait pathogène, donc qui rendrait malade la société. Et cette grille de lecture, elle a l'avantage pour eux de rassembler toute une série d'explications de la violence qui vont de l'addiction, de la jalousie, de la pathologie individuelle, de la reproduction de schémas familiaux, c'est-à-dire qu'un individu serait malade, entre guillemets, dans la famille et socialiserait les autres membres de sa famille à la violence. Ça intègre aussi l'idée de la précarité matérielle et morale, donc le fait que souvent on concentre le problème de la violence familiale dans les milieux populaires, ceux qui auraient le plus subi les impacts négatifs du changement social. Et donc tout ça serait englobé derrière l'idée d'un changement social pathogène et exogène, donc qui viendrait du monde extérieur. Donc là, je cite une représentante d'association de défense des droits des femmes qui nous dit « Quand tu vois la décadence, c'est quelque part qu'il y a eu un arrêt. On revient au monde moderne. L'homme quitte la famille pour aller travailler à l'extérieur. Qui s'occupe des garçons? Personne. Les garçons ayant été abandonnés, ils vivent presque comme des animaux. Ils se construisent tout seuls. Aujourd'hui, on est bien dans le mauvais, avec l'ice, la drogue, la bringue. Tout ça, c'est un poids dans la vie du couple, et c'est ça qui fait la violence du couple. Ils n'ont jamais vu cette famille idéale. Donc, famille idéale, c'est-à-dire la famille élargie, fonctionnelle, traditionnelle. Le problème, c'est cette tradition qu'on a laissée de côté. Donc, on voit bien qu'avec cette interprétation du problème qui vient de la modernité et du changement social, la solution toute trouvée, c'est de revenir à la société traditionnelle, aux valeurs traditionnelles de la famille. Donc on a un cadrage qui dit que les conflits sociaux, et notamment la violence intrafamiliale, est l'expression d'un dysfonctionnement de la société. Et donc si on suit cette interprétation, ça a pour conséquence, en termes d'action, de mobiliser les institutions traditionnelles, voire de réparer les institutions traditionnelles comme la famille. Donc on va mobiliser l'école, la religion, sans tenir compte par exemple des violences institutionnelles qui pourraient être prônées, voire exercées par ces mêmes institutions. Prenons le cas de l'école. Donc on va essayer de mobiliser l'école, les représentants religieux pour pallier les dysfonctionnements de l'institution familiale ou pour diffuser des normes de qu'est-ce qu'un bon parent, qu'est-ce qu'un bon conjoint, un bon mari, une bonne femme, etc. On va avoir donc toute une action normative sur les rôles de la femme, sur l'importance de la communication dans le couple,
même en convoquant des notions occidentales telles que l'éducation bienveillante. Donc on va essayer de mélanger tout un ensemble d'influences pour réparer en fait ce lien familial qui serait devenu pathologique. On va aussi s'intéresser à une certaine population cible, comme je le disais, qui est celle des classes sociales urbaines, qui est celle qui aurait, selon cette interprétation, le plus pâti du changement social en s'intégrant difficilement sur le marché de l'emploi tertiarisé. Donc là, je cite pour finir cet extrait d'une représentante d'un entretien auprès d'un représentant à l'Assemblée qui dit « Je pense que la solution culturelle peut apporter une solution durable, retrouver ses racines, reconstituer ses liens avec sa terre, son quartier. On a perdu un peu notre généalogie. » Donc l'idée, on le voit, est de réparer ce lien social grâce à un retour à une société traditionnelle. Ce qu'on peut dire de notre point de vue en sociologie, c'est que cette volonté de retourner à la société traditionnelle, elle pose problème parce qu'elle est largement méconnue, elle est en partie fantasmée et finalement on a peu de données sur le fonctionnement de cette société traditionnelle avant même la colonisation européenne. Donc pour conclure, je reviendrai sur les pistes méthodologiques auxquelles invite cette interprétation. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'interpréter certes les violences à l'échelle macro-sociale, c'est-à-dire en s'intéressant au changement social, comme c'est fait actuellement dans les politiques publiques, mais aussi de s'intéresser davantage aux dynamiques interactionnistes, c'est-à-dire micro-sociales, entre les individus eux-mêmes, pour comprendre en quoi cette violence intrafamiliale, certes, elle est structurée par des grandes évolutions macro, historiques, mais aussi elle se construit à l'échelle de la socialisation des individus, des configurations des familles, et d'aller voir concrètement comment se développe une interaction violente, comment se construit une relation violente, tant à l'échelle d'un couple que d'une relation éducative. Et deuxième chose, c'est par rapport à la polarisation des actions vers les classes populaires urbaines. On a mis en place une enquête quantitative pour évaluer si effectivement les milieux populaires étaient plus vulnérables aux violences intrafamiliales. Voilà, merci beaucoup.